Je ne sais pas vous, mais j'aime vraiment beaucoup les bars et les restaurants dits à thème. Il y en a quelques-uns, par exemple le Rainforest Café, qui existe au Disney Village en France, qui est sur le thème de la jungle, par exemple. Il y a aussi Feu, les planètes Hollywood ou le Hard Rock Café. Mais contrairement à ce qu'on pourrait penser, ils ne sont pas une invention du XXe siècle. À ce qu'on prétend, il y eut des précurseurs, et à Paris, au XIXe siècle. En 1885, un certain Maxime Lisbonne, revenu du bagne de Cayenne, aura l'idée de créer une certaine taverne du bagne. Je sais, c'est curieux. C'était à l'angle de la rue des Martyrs et ça amusait beaucoup. À l'intérieur, vous avez trouvé de grandes peintures évoquant le bagne. Et les serveurs étaient habillés en forçat. Sous le bras, relié à leur cheville par une chaîne, un boulet creux leur servait à ranger leur serpillière. On y servait de la soupe canac ou un cocktail à l'absinthe appelé le Nouméa. Les spectacles présentés étaient aussi en rapport avec donc le bagne. Au centre du boulevard de Clichy, et vous verrez le boulevard de Clichy contient toutes les adresses dont je vais vous parler maintenant, on trouvait en 1910 un cabaret ayant changé plusieurs fois de nom. Mais à l'époque que je vous évoque, il s'appelait le cabaret des Truands. Comme vous pouvez le voir, sa façade était absolument spectaculaire. Il était thématisé de manière médiévale, c'est-à-dire que quand vous y entrez, vous trouvez des troubadours ou même des brigands. Les spectacles étaient également thématisés sur ce thème et l'on évoque une décoration grotesque avec par exemple des créatures qui ressemblaient au Quasimodo de Notre-Dame de Paris, sculptées dans les murs. Tout cela finit par inspirer un prestidigitateur du nom d'Antonin Alexander. Il décida de se moquer de l'esprit dit de fin de siècle, qui était, paraît-il, morbide, et pour cela d'ouvrir un cabaret sur le thème de la mort. Cela fit un peu scandale d'ailleurs, mais de manière générale, il accueillait beaucoup de monde. Ce cabaret du néant était situé au 34 du boulevard de Clichy et avait d'ailleurs sa propre revue appelée simplement La Mort. Après avoir pris un jeton, il se serait retrouvé dans la salle dite d'intoxication. C'était décoré de tibias, de fémurs et de crânes éclairés à la bougie, avec des serveurs vêtus en croque-mort, et les tables étaient autant de cercueils. On vous apostrophait d'un « Entrez, futur Maccabée ». On leur servait un toxique vaseux, composé de jus d'asticots et de crachats de tuberculeux selon eux. Ensuite, on se retrouve dans une salle gothique aux voûtes basses, ou au son de l'orgue. On pouvait regarder un spectacle dans le caveau dit des Trépassés. Vous seriez retrouvé devant un cercueil placé à la verticale, dans lequel on fait se placer un volontaire. Puis, sous les yeux ébahis de la foule, cette même personne semblait lentement se transformer en squelette. C'est une illusion, bien sûr. L'illusion dite du Paper Ghost, que vous retrouveriez par exemple à Disneyland Paris, dans Phantom Manor, ou pour le génie dans le passage enchanté d'Aladin. Il s'agit d'un jeu de miroir, la salle reflétant devant les yeux du spectateur un autre cercueil contenant déjà un squelette. Mais le spectateur qui s'était placé dans le premier cercueil ne le savait pas, et ne pouvait donc pas vraiment comprendre pourquoi les autres étaient surpris de le voir. J'ai entendu parler d'une variante grivoise de ce spectacle, où on faisait se placer une femme, et où là on avait l'impression qu'elle se déshabillait. Sur place, vous pouviez aussi vous restaurer, et j'avoue, les noms des plats sur le menu valaient leur pesante cacahuète. Les entrées étaient les enterrés, et les desserts étaient des décès assortis. Donc déjà ça. Ensuite,
on vous aurait servi du poisson requiem ou du glas double, du siji goroti, des macaronis italiennes, etc. Et je ne vous parle même pas des bombes funèbres ou de corbillards de fruits. Antonin Alexander, inspiré par tout ceci, a l'idée d'un rachat. Il rachète en effet 2 cabarets concurrents. En 1892, l'Enfer était au numéro 53 du boulevard de Clichy et le Ciel situé juste à sa gauche, se mettant, comme on le voit, mutuellement en valeur par contraste. Le Ciel avait la thématique du paradis et l'Enfer, c'était comme le nom l'indique. Il est possible que tout cela ait été inspiré par la divine comédie de Dante qui visite les 2 parties de l'au-delà. Et remarquez aussi que cela va bien avec la thématique du néant, puisqu'après la mort vient l'au-delà. C'est normal donc. Le ciel avait une façade bleue et blanche, ornée d'étoiles. Et à l'intérieur, vous auriez été accueillis par Saint-Pierre et sa clé, mais aussi des serveurs déguisés en anges avec des petites ailes roses dans le dos. Si vous buviez un cocktail, il vous était présenté dans un calice sacré. Le plafond de la salle était, paraît-il, aussi semé d'étoiles et plein d'un bric-à-brac religieux. Religieux dans le sens chrétien, mais pas que, vous allez voir. On vous suggérait ensuite de monter au ciel, c'est-à-dire de grimper à l'étage supérieur. Vous serez trouvé dans une grotte pleine de stalactites dorées. On y pouvait y voir des spectacles tels que des anges apparaissant suspendus dans les airs, des éclairs qui zébraient la nuit, des étoiles scintillantes, des fantasmagories, ou d'autres spectacles de lanternes magiques. On pouvait aussi écouter des prêches parodiques. Et de manière générale, on pouvait même parler de parodie de religion. Pourquoi ? Parce qu'on a voyé un certain Porcus qu'on prenait une statue de cochon, et même parfois le fameux veau d'or de la Bible, et on était censé vénérer les deux à l'intérieur. Donc, il ne s'agissait pas que de parodier la religion chrétienne. En fait, vous ne savez pas trop, on aurait dit presque comme s'ils avaient inventé une sorte de culte païen là-bas. Ensuite, on peut être invité à poursuivre sa soirée à l'enfer si on le souhaitait, avec une atmosphère un peu différente. La porte est restée fameuse, ressemblant à la gueule béante d'un démon. Il paraîtrait que l'inspiration remonte au mystère moyenâgeux, où vraiment dans les décors de théâtre on figurait ainsi l'entrée de l'enfer par une gueule béante. Cette fois-ci, au contraire, vous étiez accueillis par parfois Alexander Antonin lui-même, revêtu en Méphistophélès, qui apostrophait les gens d'un « Entrez, soyez damnés ». Le moins qu'on puisse dire, c'est que la façade était chargée, mais très belle. On n'a pas beaucoup d'informations sur la nature des spectacles, mais il paraît qu'il y avait des montages et des trucages où l'on pouvait voir des fantasmagories d'images animées. Elles étaient visibles dans la pièce dite de l'antre de Satan. Quant à la salle principale, c'est une grotte dont les parois et les voûtes étaient sculptées d'âmes damnées et de démons en pleine danse infernale. On pouvait voir quelques spectacles dont les noms étaient le supplice des damnés, la ronde des damnés, la chaudière, etc. Il s'agissait en fait de spectacles de prestidigitation avec des apparitions, jeux de miroirs ou lanternes magiques, et toujours au son de l'orgue qu'on entendait d'ailleurs aussi au ciel. L'intermède de la chaudière consistait à mettre dans une marmite l'un des clients, puis les diables s'amusaient à faire semblant de le cuire tout en se moquant de lui. Les lieux furent, dit-on, appréciés des surréalistes. On peut dire que qualifier de surréalistes les photos de ceux d'entre eux photographiés aux côtés d'un homme déguisé en Porcus.
Tous ces cabarets périclitèrent quand vint la Seconde Guerre mondiale. À cette époque, en effet, le cinéma s'était répandu et s'était beaucoup démocratisé. Les gens comptaient plus là-dessus pour se distraire plutôt que sur les trucs illusionnistes. Le néant a disparu, tout comme le ciel et l'enfer. Ceux-ci ont été rachetés en 1950 par un Monoprix voisin. Il s'est agrandi. Cela veut dire qu'en lieu et place de la gueule béante du démon, on trouve aujourd'hui exactement la vitrine d'un Monoprix et que le ciel n'est plus, lui non plus, qu'un magasin comme les autres, tout comme d'ailleurs vous le voyez ici, le néant. Quel dommage, hein. D'abord, il y a assez peu d'images de l'intérieur, même si, heureusement, un défilé de mode Dior s'y est tenu en 1949 dans le ciel et l'enfer, parce que le thème était Ange et Diable. Mais surtout, avouez, et moi la première, voilà des endroits où nous irions forcément, s'ils existaient toujours. Je suis même sûr qu'il y aurait une clientèle possible aujourd'hui encore, même si les spectacles ne feraient peut-être pas autant recette aujourd'hui. Le néant, en tout cas, pourrait être un coin prisé des gothiques. Je dis ça, je ne dis rien. Et continuerai de penser que ces façades détruites sont une perte irréparable, ne serait-ce que d'un point de vue patrimonial. J'avais évoqué la morgue il y a 3 semaines. Mais saviez-vous que l'une des personnes qui aurait transité par celle-ci est devenue un visage très célèbre alors que personne n'a retenu son nom? Je vous avais donc déjà évoqué la morgue parisienne, qui était étonnamment un lieu de spectacle, plus ou moins, jusqu'à sa fermeture au public au début du XXe siècle. Jusque-là, les gens venaient bien tranquillement observer les cadavres, pas forcément pour identifier quelqu'un, mais juste par désœuvrement. Selon la légende, une jeune femme fut repêchée dans la Seine en 1902 à Paris. Comme on ne pouvait l'identifier, comme toujours dans ces cas-là, elle fut envoyée à la morgue, où on spécula qu'elle devait être une suicidée, et une suicidée par chagrin d'amour qui plus est. Mais rien ne corrobore cela. Toujours est-il qu'elle était d'une grande beauté. Bien que son exposition n'ait servi à rien, car personne ne l'identifia et il fallut l'enterrer pour toujours anonyme, le médecin légiste de la morgue la trouva si belle qu'il fit faire un moulage en plâtre de son visage. Par la suite, le dit moulage devint très populaire. Après 1900, on le trouva très souvent sur les murs des maisons d'artistes. Vous noterez un détail assez surprenant, elle n'est pas gonflée, comme sont souvent les visages des personnes noyées, et de plus, elle a un sourire mystérieux comme celui de la Joconde, étonnant une telle sérénité sur une personne morte noyée. La raison est simple, la légende de l'inconnu de la Seine n'est sans doute pas vraie. En effet, son visage aurait été en fait celui d'une jeune modèle morte de tuberculose en 1875. Sa coiffure, en effet, donne à penser qu'elle est morte dans les années entre 1850 et 1870. On trouve aussi son visage, en 1860, dans les cahiers de cours de dessin de l'artiste Jean-Léon Gérôme. Le masque, qui devait exister à l'époque, a sans doute été moulé sur un modèle des ateliers de ces peintres. Tout simplement. Pourquoi cela a-t-il donné la légende du suicide de la noyée en 1902 ? On ne sait pas vraiment. Mais de nombreuses copies ont été produites. Et cette popularité aura une retombée tout à fait étonnante. En 1960, les fameuses reproductions en plâtre devaient encore pas mal circuler, parce que une société
norvégienne, Lærdal Medical AS, donc spécialisée dans le matériel médical comme le nom l'indique, reproduit depuis 1960 le visage de cette fameuse inconnue sur les mannequins d'entraînement au premier secours, Ressuscite Anne, littéralement réanimer Anne. C'est le type de mannequin qui sert pour l'apprentissage du bouche à bouche. Elle y gagnait ainsi le surnom de la femme la plus embrassée au monde. C'est sûr, avec un tel surnom, c'est beaucoup plus romantique d'imaginer que ce visage appartenait à une femme morte d'un chagrin d'amour et qui s'est beaucoup rattrapée après sa mort. Malheureusement, l'hypothèse du jeune modèle resté anonyme et dont le visage aurait simplement été moulé dans le cadre de son travail pour servir de modèle à des peintres est beaucoup plus vraisemblable. Saviez-vous qu'à Paris, il y avait autrefois, à l'emplacement du square Joachim du Bellay, un cimetière immense qui finit d'ailleurs d'une manière que nous qualifierions de macabre, mais il est question d'un cimetière après tout. Au XIIe siècle, l'emplacement du cimetière des Innocents était en dehors de la ville de Paris. On appelait le lieu les Champeaux, c'est-à-dire le petit champ. Au XIIe siècle, vous auriez trouvé une église et un cimetière ouverts pour recevoir les corps des paroissiens de Saint-Germain-l'Auxerrois. Il était situé près du marché central, qui elles deviendront les Halles plus tard, déplacé en ce lieu en 1137 par Louis VI, puis agrandi par Louis VII. Et oui, les cimetières, c'est à la fois près des églises et dans les villes, plutôt qu'à l'écart, en ce temps-là. Le cimetière des Innocents, il s'appelle ainsi en référence aux Saints Innocents, ces petits enfants qui furent massacrés à la place du Christ par le roi Hérode, qui le recherchait étant bébé. Ce cimetière est alors décrit comme un cloaque boueux, lieu de fréquentation de marchands, d'écrivains publics, de prostituées et de lingères. Mais le cimetière fut, dit-on, mal fréquenté jusqu'à sa fermeture. L'église fut refaite au XIIIe siècle. Elle était au quart nord-est du square actuel et on y transféra les reliques de Richard, jeune martyr de Pontoise, qui, en réalité, n'était pas mort de la main des Juifs comme on le prétendait. Je vous renvoie pour cela à la légende du sang. De toute façon, Philippe Auguste venait alors de faire expulser tous les Juifs du royaume. Entre 1185 et 1190, ce roi partit en croisade et fit donc élever une muraille autour de Paris pour la protéger. Le cimetière est agrandi, avec un mur de 3 mètres de haut et dans les nouvelles limites de la ville. C'est donc à présent un cimetière intramuros. Il était compris entre la rue aux Fers et la rue de la Ferronnerie, ainsi que les rues Saint-Denis et de la Lingerie. On pouvait y entrer par 5 portes différentes. Il y avait le cimetière, puis le parterre, une bande de terrain parallèle à la rue de la Lingerie, et qui donna lieu à l'édification de chapelles. Le cimetière devint celui des paroisses de la rive droite de Paris, mais aussi des noyés de la Seine et des morts par épidémie. Les gens modestes étaient inhumés dans des fosses ouvertes jusqu'à ce qu'elles soient pleines. Oui, je vous laisse imaginer l'odeur. Et la vue ne devait pas être terrible non plus. Surtout qu'il y avait parfois plusieurs fosses ouvertes simultanément. Les bourgeois avaient, eux, des tombes individuelles. On se contentait parfois de les mettre dans un simple linceul, car on disait que la terre des innocents pouvait dissoudre les corps en un temps record. Évidemment, la terre du cimetière ne pouvait pas contenir tous ces morts indéfiniment. Donc on construisit des charniers ou pourrissoirs, entre le XIVe et le XVe siècle,
adossés au mur d'enceinte autour du cimetière. Des galeries où vous auriez trouvé, dans un coffre ouvert seulement à la Toussaint, un squelette dit de la mort Saint-Innocent. Et debout sur un cartouche où on lisait « Il n'est vivant, tant soit plein d'art, ni de force pour résistance, que je ne frappe de mon dard, pour bailler au vert leur pitance. » Cette œuvre se trouve au Louvre. Les charniers, quant à eux, se trouvaient au-dessus des arcades. Et les ossements exhumés y étaient laissés là à dessécher et finalement réduits en poudre. C'est ainsi que finissaient les morts. Il y avait le vieux charnier le long de la rue aux Fers, le petit charnier le long de la rue Saint-Denis, le charnier des Lingères, le long de la rue de la Ferronnerie, et le charnier des écrivains le long de la rue de la Lingerie. Oui, ce n'est pas logique, on pourrait penser que celui des Lingères était le long de la rue de la Lingerie. C'est aussi sur le charnier des Lingères que l'on pouvait avant admirer une danse macabre. Bon, je vous avais dit que c'était un art qui s'était répandu à l'époque de la peste noire. On voyait 15 tableaux, chacun composé de 2 personnages, l'un mort, l'autre vivant, dansant ensemble. Les vivants étaient un empereur, un enfant, un bourgeois, un chevalier, un moine, un médecin, etc. Et on lisait des vers composés par le chancelier de l'université Jean Gerson, le dialogue entre la mort et le vif. Quelques gravures furent faites de cette danse macabre, mais elle fut hélas détruite lors de la disparition du charnier des Lingères en 1669. Le cimetière lui-même ressemblait à un terrain vague, mais il y avait quelques monuments. La tour Notre-Dame des Bois, une tour octogonale ornée d'une statue de la Vierge, un prêchoir pour prédicateurs itinérants, des chapelles, comme celle des Pomereux ou de Villeroy et celle d'Orgemont, plusieurs croix, plusieurs stèles, un monument appelé la tombe Morin, et enfin, en parlant de tombe, la plus célèbre était peut-être celle de Jean de La Fontaine. Mais on ne sait pas vraiment où il se trouve aujourd'hui. On l'aurait déplacé au cimetière du Père-Lachaise, mais on n'est pas certain que les ossements soient bien les siens. Entre l'église et le cimetière, vous auriez trouvé des reclusoires. Des petites loges avec 2 ouvertures étroites, une donnant sur l'église pour assister aux offices et l'autre sur le cimetière pour que des Parisiens déposent de la nourriture. Il s'agissait de recluses donc, ces fameuses emmurées vivantes volontaires. Celle-là, j'en avais parlé dans la vidéo sur l'emmurement. L'une d'elles, Alix la Bourgeotte, y resta pendant 46 ans. En 1549, une fontaine monumentale fut édifiée par Jean Goujon pour célébrer l'entrée de Henri II. Elle fut installée à l'angle de la rue Saint-Denis et de la rue aux Fers. On raconte que durant le siège par Paris par Henri de Navarre en 1590, c'est-à-dire par Henri IV, qui ne voulait alors pas abjurer la foi protestante, les Parisiens, affamés car ils n'avaient plus de nourriture pendant le siège, déterrèrent les cadavres du cimetière des Innocents pour broyer leurs os et en faire du pain. La rue de la Ferronnerie était justement le lieu où Henri IV fut assassiné le 14 mai 1610. En face, vous trouverez toujours aujourd'hui un bar qui s'appelle Au Cœur Couronné, et le lieu de l'assassinat est marqué au sol par des armoiries. Le cimetière est alors toujours aussi intensément fréquenté par des écrivains publics le jour, mais aussi il s'y déroulent les activités illégales la nuit et vous irez aussi trouver des prostituées à ce moment-là. En 1669, le charnier des Lingères fut détruit et les ossements transportés dans un dépositoire de la rue du Faubourg Montmartre. Un immeuble est édifié à sa place. Au XVIIIe siècle, des nouvelles normes d'hygiène et de salubrité publique font
leur apparition, avec la modernisation de la plupart des villes. Donc, devait-on garder les cimetières à l'intérieur des villes? Depuis le XVIIe siècle, il y avait de nombreuses plaintes déposées par les habitants. Ces plaintes au XVIIIe siècle se transformèrent, dit-on, en véritables émeutes à cause de la puanteur dégagée par le cimetière. Le Parlement, en 1765, préconisa le transfert des cimetières à l'extérieur des villes, et donc la fermeture des anciennes nécropoles. Mais tout cela avait un coût, et il ne se passa rien jusqu'en 1780. À ce moment-là, un jour de 1780, une des fosses du cimetière des Innocents s'éboula entre deux étages d'une cave d'un restaurant de la rue de la Lingerie, les emplissant de plusieurs cadavres en décomposition. Entre cette vue et l'odeur, je vous laisse imaginer la tête du restaurateur quand il descendit pour vérifier l'origine du vacarme. Donc, le cimetière fut fermé par un arrêt du 1er décembre 1780. En 1785, on vota sa destruction définitive. Et en 1786, de nuit, les ossements furent déblayés des fosses et emmenés dans les catacombes. On descendit les ossements jusqu'à une profondeur d'1,60 m. Sachant que, depuis le début, quelques 2 millions de Parisiens avaient été inhumés dans le cimetière des Innocents. On détruisit tous les monuments, sauf un obélisque sur la tombe d'un bourgeois parisien, Nicolas Hennequin, décédé en 1556. L'obélisque fut placé dans le parc du château de Besse dans l'Oise. Depuis, la propriété a été rachetée par le roi du Maroc, Hassan II, et leur appartient toujours. Quant à l'église des Saints-Innocents, elle fut détruite en novembre 1786. Disparurent avec elle les 2 derniers charniers. Un marché s'installa dans l'emplacement vacant. On se posa la question de quoi faire de la fontaine de Jean Goujon. Aujourd'hui, comme vous le savez, elle se trouve au centre du square qui fut laissé à la place du cimetière. La destruction de l'église et du petit charnier ouvre la perspective sur la rue Saint-Denis aujourd'hui. Du dallage, des arbres ont remplacé les pelouses et les grilles, et on voit toujours un immeuble érigé en 1669. La place fut rebaptisée Joachim du Bellay et surélevée en 1973 après la destruction des Halles. Aujourd'hui, le long de la rue de la Ferronnerie, vous remarquerez sans doute que les vitrines des magasins ressemblent à des arches. C'est normal. C'est des arches qui donnaient avant sur celles des charniers. Et la suite au prochain numéro. Et oui. Je vous avais dit que pour se débarrasser des ossements, on les avait descendus dans les catacombes. Mais les catacombes, qu'est-ce? Et surtout, n'ont-elles pas fait de victimes elles aussi? C'est une bonne question. Je vous avais expliqué l'histoire du cimetière des Innocents, comment l'effondrement de l'une des fosses communes dans la cave d'un restaurant voisin avait conduit à sa fermeture, et pourquoi, pour des raisons de santé publique, visant à éviter la propagation des épidémies, les autorités parisiennes de l'époque avaient décidé de transférer les ossements dans les anciennes carrières de Paris, appelées depuis catacombes. Mais ces catacombes, sachez-le, ont une victime fameuse. Les catacombes, donc, étaient en réalité au départ des carrières de pierre où on extrayait de quoi bâtir la capitale. Puis elles furent laissées à l'abandon et vides pendant pas mal de siècles,
jusqu'à ce qu'on se demande quoi faire des ossements des enterrements intramuros qui ne pouvaient plus avoir lieu à l'intérieur de Paris à partir du XVIIIe siècle à cause de la salubrité publique. La présence des cadavres à l'intérieur de la ville, en effet, faisait par exemple pourrir en quelques jours la nourriture des habitants du voisinage. On pensa alors à déposer les ossements dans des lieux souterrains, à l'exemple des catacombes romaines, d'où le nom, que l'on attribua à la version parisienne. Les ossements furent déposés avec un certain ordre, et c'est très rassurant, dans la partie que l'on peut visiter, on lit sur le linteau de l'entrée une citation de l'Énéide. Arrête, c'est ici l'empire de la mort. Sachant que le public est autorisé à explorer 1,5 km des catacombes, soit 0,5% du total. Mais 0,5%, ce n'est pas beaucoup évidemment. Beaucoup de gens ont eu la curiosité de se demander à quoi ressemblait le reste des catacombes, et ceux qui les explorent s'appellent des cataphiles. Ils se rendent avec des cartes créées par eux seuls et descendent par des endroits interdits sans se faire voir des autorités. Certains sont comme des urbexeurs très paisibles. Ils aménagent de réseaux, prennent des photos, nettoient, restaurent, etc. Certains font des tags, ou pire, détériorent. Mais dans tous les cas, la police recherche activement les deux styles de cataphiles, qui sont bons pour des amendes si on les retrouve. Eh oui. Se promener dans les parties interdites au public des cataphiles, ce n'est pas permis et c'est pour une bonne raison. Un accident peut arriver, surtout que les gens se promènent souvent là sans casque, mais aussi, il y a tout simplement le fait que le réseau est labyrinthique. Bien, des panneaux comprenant les noms des rues s'y trouvent, reproduisant exactement les panneaux qu'il y a en surface, permettant à peu près de savoir dans quelle rue on est, il n'en a pas toujours été ainsi. Et en fait, une personne se serait vraiment perdue, et aurait perdu la vie par conséquent, dans les catacombes. Philibert Asper, qui avait une 60aine d'années, était le portier du Val-de-Grâce en 1793. Le Val-de-Grâce, c'est aujourd'hui un hôpital, et avant cela, c'était un couvent. Je pense que c'est à la période transitoire, donc celle de l'hôpital, Philibert Asper avait commencé son service. Il savait, parce qu'il était à quelques kilomètres, que les Chartreux, qui avaient leur couvent au niveau du jardin du Luxembourg, avaient été chassés par la Révolution qui récupérait à peu près tous les établissements religieux pour pouvoir en disposer ensuite et les revendre. Mais les Chartreux, ne sont-ils pas des moines célèbres pour créer une liqueur qui s'appelle chartreuse? Exactement. Ceux de Paris en faisaient, il n'y avait pas de raison. Et en théorie, quand on les avait expulsés, ils n'avaient pas eu le temps d'emporter leurs bouteilles avec eux. Donc, Philibert Asper réfléchit et se dit que, dans les caves des couvents des Chartreux, sous le jardin du Luxembourg, il devait y avoir encore quelques bonnes bouteilles. En tout cas, c'est l'hypothèse qui fit que, sans doute, Philibert s'aventura dans les catacombes. Donc ceux qui le connaissaient devaient savoir qu'il était intéressé par les bonnes liqueurs. Mais on ne peut que spéculer, car il avait commis une très grande imprudence que ne font normalement pas tous les spéléologues et cataphiles avertis, dire à quelqu'un qu'il s'aventurait sous terre. En effet, que vous le fassiez de manière légale ou pas, dites-le toujours à quelqu'un qui reste en surface, parce que si vous disparaissez, il ou elle saura où vous cherchez.
Mais Philibert ne prit pas cette précaution et de plus, de son temps, les noms des rues n'étaient pas indiqués dans les catacombes. Il n'y avait même pas non plus vraiment de plan, c'était un peu nouveau. Donc il s'aventura là-bas sans connaître le réseau. La suite est hélas facile à imaginer. Il n'atteignit jamais le niveau des caves du couvent des Chartreux. Descendant un escalier qui se trouvait dans la cour du couvent du Val-de-Grâce, il disparut. Et comme on était en pleine terreur, les autorités avaient un peu autre chose à faire que de chercher le vieux portier du Val-de-Grâce, qui apparemment n'avait pas beaucoup de famille. 11 ans plus tard, et sous le règne de Napoléon en 1804, il fut retrouvé pourtant, semble-t-il par des agents d'entretien, dans une partie interdite au public des catacombes. Ceux-ci tombèrent nez à nez avec un squelette encore habillé de vêtements datant d'une dizaine d'années auparavant. Ils aperçurent un trousseau de clés à sa ceinture et elles furent identifiées comme étant les clés du Val-de-Grâce, permettant de comprendre que le squelette retrouvé était celui de Philibert Asper. On l'enterra sur place et une stèle fut dressée portant cette inscription: à la mémoire de Philibert Asper, perdu dans cette carrière le 3 novembre 1793, retrouvé 11 ans après et inhumé en la même place le 30 avril 1804. Certaines personnes penchent pour un canular parce que il n'existe que 3 documents concernant Philibert Asper, dont sa fiche d'acte de décès. Son nom s'écrirait de 2 manières, et la stèle indique qu'il aurait été retrouvé le 30 avril 1804, alors qu'il est écrit le 8 mai 1804 sur l'acte de décès. Quoi qu'il en soit, l'histoire est vraisemblable. Et c'est pourquoi je vous déconseille de l'imiter en vous lançant tout seul ou toute seule dans les catacombes parisiennes. Des casse-cous, il y en aura toujours, des gens pour contourner les interdits. Mais encore une fois, même si vous le faites, ne le faites pas seul et dites que vous descendez sous terre à quelqu'un. Depuis, Philibert surgit parfois dans la culture, comme dans le jeu vidéo Assassin's Creed Unity, qui nous dit qu'en fait il serait descendu pour établir une cartographie du réseau. Il serait aussi populaire auprès des quêtaphiles, au point d'être devenu eux leur saint patron. Mais, encore une fois, je ne souhaite à aucun d'entre eux de l'imiter. Saviez-vous qu'à Paris, il y avait au 1 bis rue de Bièvre un lieu où on n'ose plus construire, malgré le prix au mètre cube du terrain? Au 1 bis rue de Bièvre à Paris, il y avait, avant la Seconde Guerre mondiale, un vieux bistrot malfamé. Un matin, on retrouva le patron mort derrière son comptoir d'un coup de couteau. Un vigneron de province du nom de Valentin apprit qu'il était l'héritier de ce bistrot qui avait l'enseigne du Père Hubert. Valentin débarqua à Paris avec sa femme Paulette. L'endroit était pitoyable, ils le reprirent quand même. Paulette, elle était là à ruminer sa déception. On la disait plutôt jolie, et elle se demandait ce qu'elle faisait là. Un jour, alors que le bistrot était vide de clients, Valentin trouva Paulette attablée, avec un gitan qui lui tirait les cartes. C'était un homme apparemment fascinant. Et Valentin, jaloux, fit expulser l'homme à l'aide de son chien berger. En partant, le gitan marmonna quelques propos que personne ne comprit, tout en montrant du doigt le berger allemand. On dit que celui-ci mourut 3 jours plus tard, après une mauvaise pelade. Quelque temps plus tard, le gitan revint. Mais cette fois,
Valentin l'injuria et empoigna un couteau avant de se diriger vers lui. Et à cet instant, le bohémien de nouveau le montra du doigt et prononça ces sinistres paroles. Le pauvre Valentin prit de démangeaisons, tombant peu à peu malade et ne pouvait plus bouger. En sorte que le gitan revenait ayant toute possibilité de montrer les cartes à Paulette. Valentin mourut en pleine déchéance, sans que personne ne puisse identifier sa maladie. Et un beau matin, le bistrot resta fermé. Des passants auraient vu s'en aller Paulette avec le gitan qui avait de nouveau pointé du doigt la maison avant de s'éloigner. C'était en 1943. Un auteur du nom de Jean Yonnet affirme que 2 mois avant sa mort, l'ancien propriétaire, le père Hubert, avait voulu voir ce qu'il y avait dans sa 3e cave murée. Ordonnance préfectorale depuis les inondations de 1910. Ils auraient remarqué une ouverture, un genre de niche, où reposait une statuette en bois d'épave de style amulette africaine. Jacques Yonnet aurait confié cette statuette à un spécialiste anglais. Elle était encore très chargée d'une puissante énergie maléfique. Elle aurait dû subir des séances d'exorcisme les plus puissantes pour être assainie. Quelle force maléfique était donc à l'œuvre entre la malédiction du gitan ou cette statuette? Ce n'est pas sûr. Mais toujours est-il que l'hôtel, qui avait été érigé à l'emplacement d'une très ancienne auberge, était très insalubre et dangereux déjà en 1941. Tout s'effritait et on ne risquait pas de retaper l'immeuble en pleine occupation. Il y aurait eu 5 familles avec 21 enfants, de locataires mais qui ne payaient plus. C'est comme s'il y avait déjà eu une force destructrice déjà à l'œuvre, puisque le patron était mort assassiné, alors qu'il y aurait eu donc une amulette dans sa cave. Et qu'ensuite, Valentin serait mort de cette maladie très bizarre. L'immeuble fut évacué suite au départ de Paulette parce qu'il y avait des éboulements successifs, des pierres atteintes d'une maladie contagieuse, comme une sorte de mérule. La mairie de Paris entreprit la démolition. L'équipe d'ouvriers recrutés ne le fut que peu de temps. Eux aussi sont tombés malades, ayant des problèmes de peau inexplicables. Ces ouvriers quittèrent les lieux, la démolition fut inachevée. L'occupant décida de faire venir d'autres ouvriers qui étaient polonais. Ils achevèrent la destruction de cet ancien hôtel. Et on mura le devant de la rue. Rien n'y fut rebâti. Depuis, plus personne n'a osé construire à cet endroit, envahi par les orties et les herbes folles. Saviez-vous que dans les années 30, il y eut dans le métro de Paris un assassinat resté inexpliqué jusqu'à aujourd'hui? Le dimanche 16 mai 1937, à 18h30, 6 voyageurs montent à la station Porte Dorée du métro, en première classe. Il n'y a qu'une jeune femme dans tout le wagon. Son chapeau blanc est laissé sur son visage et elle paraît dormir. Mais alors que le métro repart, la femme s'écroule au sol et on remarque qu'elle saigne. Un dentiste l'examine et trouve un couteau laïol planté dans sa nuque, si profondément qu'il a sectionné sa moelle épinière. Laetitia Toureau, c'est le nom de la victime, est pourtant encore vivante. Mais elle mourra dans l'ambulance qui l'emmenait à l'hôpital. C'est très bizarre. L'enquête établit que Laetitia Toureau
et monté dans la rame porte de Charenton qui est le terminus de la ligne 8. Le temps d'arriver à la station suivante, Porte Dorée, cela n'avait pris qu'1 minute et 20 secondes. Et surtout, Laetitia était donc seule dans le wagon. Personne n'avait vu quelqu'un monter en même temps qu'elle, porte de Charenton, et personne non plus ne verra quelqu'un redescendre, porte Dorée. L'assassinat n'avait pu avoir lieu qu'entre les deux stations, et on n'a pas vu non plus quelqu'un circuler d'un wagon à l'autre. Reconnaissez que c'est étrange. J'avais entendu parler pour la première fois de cette histoire en lisant les descriptions de la maison hantée du manoir de Paris, celle qui faisait référence à la légende du barbier et du boulanger sanguinaire que j'avais déjà rapporté. Le métro de Paris faisait partie des dites légendes, et j'avoue, je ne savais pas que le lieu avait fermé en 2021. Le lieu contiendrait aujourd'hui une école de commerce, c'est beaucoup moins palpitant. Toujours est-il que vous auriez pu assister à une reconstitution du meurtre du métro, comme on l'appela pendant très longtemps. Aucun des témoins interrogés, donc, n'a vu monter ni descendre quelqu'un de la rame, ou passer d'une rame à l'autre. Mais qui pouvait en vouloir à Laetitia? Elle était ouvrière et revenait d'une soirée à être allée danser dans une guinguette. Mais elle n'était pas sans histoire. Elle n'était pas seulement ouvrière, on l'avait déjà vue être employée au vestiaire de guinguette. Et ce n'est pas tout. Elle aurait été un peu détective. En effet, sur son lieu de travail, elle travaillait comme un mouchard patronal, c'est-à-dire qu'elle rapportait les activités propres au syndicat, par exemple. Et donc, elle travaillait aussi pour une agence de détective, qui leur demandait d'infiltrer des milieux italiens, puisque Laetitia était d'origine italienne. En tout cas, c'était la nationalité de son père. Elle-même était une jeune veuve, dont le mari était mort en 1935. Elle n'avait que 29 ans au moment de son décès. Enfin, elle aurait eu des liens avec la Cagoule. La Cagoule était une organisation secrète et terroriste d'extrême droite. Rappelons que ça faisait beaucoup de bruit à l'époque du fascisme et du nazisme. Règlement de compte? Eh bien, on n'a jamais su. Toutes ces pistes ont été fouillées, mais rien à faire. Personne ne comprit jamais non plus comment l'assassin avait procédé. L'histoire en resta là pendant très longtemps. Mais en juin 1962, la préfecture de police de Paris, surprise, reçut une lettre d'un médecin de Perpignan qui se disait être l'assassin de Laetitia, affirmant qu'il avait été un amant inconduit et jaloux. Selon lui, il serait passé d'un wagon à l'autre grâce à un passe-partout, en profitant de l'animation provoquée par l'ouverture des portes des rames pour aller dans le wagon, et aussi pour en sortir. Il n'indiqua pas son nom. De toute façon, l'affaire ne fut pas rouverte, puisqu'elle avait 25 ans. Elle avait déjà été difficile à résoudre. Juste après qu'elle soit produite, à cause de la guerre, bien sûr. En 1948, un homme interné dans un hôpital psychiatrique s'est aussi accusé du meurtre, dans une lettre à la police. Puis en 1962, il y a eu cette fameuse lettre venue de Perpignan. Donc, s'il y a deux personnes qui s'accusent, il y en a forcément une qui ment, et même peut-être les deux. Aussi curieusement que cela puisse paraître, il arrive que des gens s'accusent d'un meurtre qu'ils n'ont pourtant pas commis. De toute manière, en 1962, le crime était prescrit. Le directeur de la PJ décida de ne pas rouvrir l'enquête, et donc le nom de l'assassin n'est toujours pas connu à ce jour. On n'est pas loin du crime parfait, parce que j'avoue moi-même, je ne comprends pas comment il a été possible de passer d'un wagon de métro à l'autre sans être vu de personne. Ça pourrait presque sembler surnaturel. Ceux d'entre vous qui ont lu Notre-Dame de Paris sont déjà familiers de la notion de cour des miracles. Mais qu'en était-il exactement? Sous l'Ancien Régime,
Il s'agissait de nombreuses zones de non-droit dans les quartiers de Paris. Sachant qu'en journée, les mendiants qui y habitaient semblaient présenter certaines infirmités, comme être aveugle ou avoir un membre en moins ou boiter, mais comme elles étaient fausses, une fois rentrés à la cour des miracles, voilà qu'ils retrouvaient la vue et qu'ils arrivaient de nouveau à marcher. Tiens donc, d'où le terme de cour des miracles. Ces miséreux étaient venus pour la plupart de la campagne chercher du travail. Mais s'ils échouaient, ce qui était souvent le cas apparemment, ils grossissaient les rangs de la cour des miracles. À cause de Notre-Dame de Paris qui en fait une description, on a associé cette cour au XVe siècle, à l'époque où laquelle se passe l'intrigue. Mais en vérité, les témoignages sur son existence datent du XVIIe siècle. Auparavant, nous n'avons pas de description officielle ou d'apparition sur des plans topographiques parisiens antérieurs. En tout cas, pas avant 1652. Tiens donc. J'ai dit qu'il y en avait plusieurs. Pour la plupart, la plus grande, vous l'auriez trouvée entre les rues de Damiette et des Forges. Il y avait aussi la cour du roi François, la cour Sainte-Catherine, la cour Jeancien, la cour de la Jussienne, la cour Saint-Honoré, la cour rue du Bac, la cour rue de la Mortellerie, une autre rue de Reuilly, rue des Tournelles, deux près de la porte Saint-Denis, dans le faubourg Saint-Marcel et enfin sur la butte Saint-Roch. Ce serait un peu inutile de chercher tous ces endroits aujourd'hui parce que la plupart ont disparu. Vous savez pourquoi. Certaines rues n'existent plus parce que les travaux d'Haussmann et tout ça. Mais encore bien avant, on avait déjà fait le ménage. Alors, qu'est-ce s'est-il passé? Déjà, il faut savoir que celui qui commandait à la cour des miracles était surnommé roi des thunes ou grand Corse. Il pouvait être décrit d'une façon très bizarre, c'est-à-dire avec une couronne formée d'emplâtre et avec une sorte de bannière qui était faite d'un animal mort au bout d'un mât. C'est peu engageant, mais apparemment ce seraient des descriptions romancées. Sous ce roi, il y avait encore plusieurs suppôts, c'est-à-dire ou archisuppôts, qui étaient un peu les savants du royaume des mendiants. Et encore au-dessous, il y avait le menu fretin. C'était eux qui devaient apprendre le métier. Alors de quelle façon? Eh bien, les plus expérimentés, tout d'abord leur apprenaient l'argot, mais aussi leur enseignaient comment voler une bourse sans se faire remarquer. Encore une fois, ceux qui ont lu Notre-Dame de Paris savent de quoi il est question. C'est l'initiation du poète Gringoire. Et cela consiste à suspendre un mannequin chargé de clochettes et d'arriver à lui voler sa bourse tout en se tenant debout sur un pied et sans faire sonner une seule clochette. Évidemment, la chose est très difficile et Gringoire y échoue. Il ne lui reste qu'une seule autre possibilité pour pouvoir rester dans la cour des miracles et non pas être pendu en tant qu'intrus, car les truands disent que puisque les honnêtes gens les pendent si facilement, pourquoi ne ferait-il pas l'inverse? C'est qu'une truande en veuille pour mari. Finalement, Gringoire est accepté par Esmeralda, non par amour mais parce qu'elle veut lui sauver la vie. De toute façon, elle n'a pas forcément pour longtemps. Ils cassent une cruche et s'unissent pour autant d'années qu'il y a de morceaux, c'est-à-dire 4. On prétend que c'est jadis ainsi que les gens du voyage se mariaient. Une fois la période écoulée, ils étaient libres de reprendre leur vie chacun de leur côté, ou alors les époux contractaient un nouveau mariage. J'ai parlé de truandes, mais il est bon à savoir qu'en fait, la plupart des femmes, évidemment, dans la cour des miracles,
effectuait le plus vieux métier du monde. Mais qu'en était-il de tous les autres? Les drilles étaient de faux soldats, faisant semblant d'avoir reçu des mutilations. Les malingreux étaient les faux malades, qui se fabriquaient des teints blafards ou des fausses blessures. Les francs-mitous faisaient semblant d'avoir des crises d'épilepsie, les piètres étaient de faux estropiés, les marfaux étaient les souteneurs. Je trouve que ça ressemble beaucoup au mot moderne macro. Les marcandiers étaient de faux marchands ruinés par les guerres ou incidents. Les capons mendiaient dans les cabarets et les lieux publics. Les milliards volaient des provisions à la tire. Les orphelins étaient les enfants, qui étaient chargés de paraître gelés et trembler de froid. Quant aux cagous et archichupaux ou ducs, c'étaient les lieutenants, donc, du cosre ou chefs de la pègre. À côté d'eux, vous aurez trouvé ceux qui les enseignaient, gens de petites flambes ou de la courte épée, c'est-à-dire avec des ciseaux pour couper les bourses. Enfin, les coquillards, c'était des faux pèlerins arborant une coquille de Saint-Jacques pour endormir la méfiance. Les gens de courte épée, ceux qui coupaient les bourses, vous en souvenez, c'était ceux qu'on enseignait à arriver à prendre une bourse à un mannequin chargé de clochettes. S'ils y parvenaient, leur initiation se poursuivait, ils étaient censés couper une bourse dans un lieu public comme le cimetière des Innocents. L'apprenti allait s'exécuter, mais soudain, tous les autres truands criaient « Haro » sur le voleur, c'est là que ça vient, « Haro ». Ayant crié « Haro », on comprenait qu'il y avait un voleur. Tous les témoins s'acharnaient sur le pauvre apprenti voleur, et pendant que l'attention de tout le monde était portée sur cet événement, c'est là que les autres truands rentraient en action et coupaient les bourses. Il fallait y penser. Notez aussi que si vous étiez pris sur le fait, et qu'un voleur était donc arrêté par la foule, il arrivait qu'on applique la justice divine. Comment? Bien c'est simple, par exemple, en jetant le truand dans la Seine. Il valait mieux savoir nager, ce qui était rare à l'époque. Comme je l'ai dit, c'est une zone de non-droit, qui n'était pas bonne pour l'intrus. Gringoire en fait les frais dans Notre-Dame de Paris. Il y a même une chanson à ce sujet dans la comédie musicale de 1998, mais aussi la version des années de 1997, où cette fois-ci ce sont Quasimodo et Phébus qui se retrouvent ainsi dans la cour des miracles. Cette dernière présente une particularité. Elle n'est pas dans une rue, au vu au sud de tout le monde, c'est un lieu souterrain. On sous-entend que c'est dans les catacombes, donc caché, dont il faut connaître le plan pour y arriver. Il dit aussi que c'est apparemment là que se cache la communauté des gens du voyage et non pas les truands en général. Découvrir son emplacement est d'ailleurs l'obsession des autorités pour arrêter tout le monde. Mais il n'est pas connu, si vous suivez bien. La présence de squelettes, comme j'ai dit plus tôt, sous-entend qu'il s'agit des catacombes, fortement associées à la ville de Paris, mais en réalité, les catacombes, ça n'existait pas à l'époque. Il y avait juste d'anciennes caves qui avaient servi à creuser dans la roche et ainsi construire Paris avec les pierres de cette dernière, des carrières souterraines. Mais il n'y avait pas encore de squelettes. Et ils ne viendront qu'au XVIIIe siècle, quand on utilisera les carrières pour vider des cimetières comme celui des Innocents. En outre, dans le bossu de Notre-Dame, donc, on ne sait pas pourquoi la cour des miracles s'appelle ainsi. À aucun moment, on dit que les gens qui l'habitent feignent d'avoir des handicaps. Donc, ne vous fiez pas trop à la représentation de la cour des miracles dans ce dessin animé. Même si, à sa façon, il reste un chef-d'œuvre. Les zones de non-droit que je vous évoquais, même la police ne s'y risquait pas pendant un certain temps, mais Louis XIV décida un beau jour de tout passer au Karcher. Plus exactement, il confia la tâche à Nicolas de la Reynie, lieutenant général de la police de Paris, que je vous ai déjà présenté dans l'affaire de la princesse sanglante.
En 1844, l'écrivain Horace Resson prétendra que l'araignée aurait fait ouvrir des brèches dans les murailles entourant la cour, puis serait allée seule sur la place et annoncer que le roi ordonnait l'évacuation du lieu et que les 12 derniers présents sur place seraient pendus et envoyés aux galères. Tout le monde se serait carapaté. Mais on n'est pas certain de l'historicité de l'anecdote. Ce qui s'est passé plutôt, c'est qu'il rasa les maisons concernées, envoya aux galères près de 60 000 truands, paraît-il, et une politique d'enfermement systématique à l'hôpital général fut menée, sachant que l'hôpital n'était pas tant un lieu où on soignait les gens à l'époque, mais plutôt un endroit où on enfermait les pauvres et les vagabonds. Pour que justement on ne les ait plus sous les yeux. Là-bas, ils pouvaient être logés, mais en échange d'un certain labeur. Il arriva même, à ce qu'on dit, qu'on envoie certains dans les nouvelles colonies du Canada pour les peupler. Ce n'est pas nouveau, c'est aussi de cette façon plus tard que le Royaume-Uni peuplera l'Australie. Il ne reste plus grand-chose de la Cour des Miracles aujourd'hui, comme vous le savez, sinon certaines appellations, les rues de la Grande Truanderie et de la Petite Truanderie, entre le boulevard Sébastopol et le Forum des Halles. Vous devez vous rappeler peut-être aussi qu'on avait attribué d'abord à tort à de mauvais garçons la disparition des différentes victimes du barbier Cabard, dont j'ai aussi raconté l'histoire. Après, je ne sais pas si ce petit monde habitait déjà une cour des miracles à l'époque, puisque c'était au XIVe siècle, mais ça prouve que les truands, justement, abondaient. C'est sûr, aujourd'hui, je ne sais pas si vous vous imaginez, s'il y avait des zones de non-droit, les touristes en seraient quelque peu surpris, et l'aura romantique de Paris ne serait sans doute pas du tout la même. Saviez-vous qu'à Paris, au XIXe siècle, vous auriez pu sans aucun problème vous trouver à la morgue et en faire une visite touristique? Aux alentours du XVIe siècle apparut le mot morgue. Les corps étaient morgués, c'est-à-dire examinés, par des guichetiers de prison. Au Châtelet, qui était une forteresse médiévale et aussi l'une des pires prisons possibles, un dépôt de cadavres était entreposé dans la basse geôle. Les Parisiens pouvaient regarder à travers le guichet pour tâcher d'identifier les corps. En 1804, on décida plutôt de bâtir un lieu spécifique sur l'île de la Cité au niveau du quai du Marché Neuf. En 1868, donc 50 ans plus tard, elle fut détruite et une nouvelle morgue fut bâtie et déplacée dans un nouveau bâtiment du quai de la Râpée. Donc derrière Notre-Dame de Paris. Quant à celle du quai de la Râpée, c'est le siège de l'actuel Institut médico-légal de Paris qui est l'équivalent. En tous les cas, et dans les deux lieux, au XIXe et au XXe siècle, quitte à vous surprendre, la morgue était l'une des sorties plus en vogue dans la capitale. Ne venaient pas que ceux dont un membre de la famille venait de disparaître et qui se demandaient donc s'ils ne pourraient pas retrouver le corps là-bas, mais curieusement aussi des touristes et des familles de sortie le dimanche. Ça vous étonne ? Disons que la Belle Époque avait une tendance générale au morbide que nous n'avons plus. Je devrais peut-être l'évoquer un jour. Mais les photographies post-mortem, ou les bijoux faits des cheveux des morts, pour ceux qui connaissent, font partie du décorum. Quand je pense que certains croient que les gothiques sont nés avec le XXe siècle, quoi qu'il en soit. Dans la morgue de Paris, donc, vous auriez trouvé une pièce séparée du public par des vitres. On y allongeait les cadavres, retrouvés dans la rue ou dans la Seine après leur avoir retiré leurs vêtements.
pour voir d'éventuelles blessures, signes corporels, tatouages, cicatrices, etc. qui aidaient l'identification. Il pouvait y avoir là des victimes de meurtre, mais parfois aussi, tout simplement, des suicidés, des gens tombés accidentellement dans la Seine. Les noyés de la Seine étaient la plus grande partie des morts, paraît-il. Des enfants victimes d'infanticide, et aussi parfois tout simplement des sans-abri, décédés pour une raison plus ou moins naturelle. On allongeait tous ces gens sur une table légèrement surélevée pendant au moins 3 jours. Un filet d'eau froide coulait régulièrement près d'eux pour éviter qu'ils ne pourrissent trop vite. Un tableau de bois couvrait les parties intimes, quand même. Les vêtements donc étaient suspendus à proximité pour aider l'identification, comme je le disais avant. Et on les laissait là, et n'importe qui pouvait entrer, l'entrée était gratuite. Donc, ça partait d'une bonne intention, car on ne savait pas qui étaient ces gens, ils étaient retrouvés sans papier sur eux, pour savoir qui était qui, et pour éventuellement mettre un point final au doute de personnes dont un membre de la famille ou un ami avait disparu. Le petit problème, c'est qu'il n'y paraît-il pas tant d'identification que cela, à hauteur de seulement 20% comparé au volume de cadavres qui étaient exposés. Et comme je l'ai dit, tous ceux qui sont présentés n'avaient pas à déplorer un disparu, loin de là. Il s'agissait donc bien, pour les Parisiens et pour les touristes en général, d'une curiosité morbide. Sachez même que la morgue de Paris était répertoriée dans les guides touristiques et qu'on préconisait d'y faire un tour, ça ne s'invente pas. Je pense qu'entre la morgue, les exécutions publiques, parce que oui, il y avait aussi des curieux qui s'y pressaient, et quelques lieux où la décoration un peu spéciale, que j'évoquerai aussi, le Paris de la Belle Époque aurait sans doute ravi les fans de tourisme noir. Ce spectacle, comme un autre, donc entre guillemets, avait parfois jusqu'à 40 000 visiteurs par jour, dont bon nombre de touristes anglais. Parce que oui, les Britanniques n'étaient pas en reste pour ce genre de choses, souvenez-vous de Frozen Charlotte. Il y avait des enfants curieux, pour cela bien sûr le sont toujours, des ouvriers pendant leur pause déjeuner, des vieillards désœuvrés, bon. Et parfois, dit-on, les assassins eux-mêmes. Émile Zola, dans son livre Thérèse Raquin, raconte « Le mari de Thérèse était bien mort, mais le meurtrier aurait voulu retrouver son cadavre pour qu'un acte formel fût dressé. Il se rendait donc tous les jours à la morgue en espérant voir le cadavre exposé. » À la fin du 19e siècle, toutefois, il y eut débat. Ça paraît peu utile puisque, comme je dis, il y a peu de reconnaissance. Et puis, cela semblait de plus en plus immoral et dégradant, sans respect pour les morts. Sans parler du fait que c'était un symbole assez vivant de crime, de suicide, et donc du fait que la ville n'était pas 100% sûre. En 1907, l'entrée de la morgue fut interdite au public, et que seules les personnes qui avaient une autorisation spéciale pouvaient y entrer. Donc comme aujourd'hui. Elle fut détruite en 1923 et remplacée par l'Institut médico-légal de Paris, où aujourd'hui encore on ne peut entrer que si on est formellement invité à venir identifier un cadavre, potentiellement celui d'un proche. Quand j'ai évoqué dans les légendes urbaines l'histoire du boucher qui était adepte de distribution de viande humaine dans C'est la dernière que je t'envoie aujourd'hui, la plupart d'entre vous n'y avaient pas cru. Effectivement, c'était faux, mais j'avais fait la remarque que pourtant des personnes pouvaient bien disparaître dans le contexte de l'occupation, rapport à l'affaire Marcel Petiot. Il se trouve que je ne l'avais pas raconté. Ce sera chose faite aujourd'hui. Le 11 mars 1944, donc en pleine occupation, et à seulement 6 mois de la libération de Paris,
des voisins sont alertés par l'épaisse fumée noire sortant de la cheminée du 21 rue Le Sueur ainsi que par l'odeur pestilentielle qui s'en dégage. L'hôtel particulier est inoccupé, mais on sait qu'il appartient à un certain docteur Marcel Petiot. Les policiers alertés le préviennent par téléphone et celui-ci dit de surtout ne rien toucher, qu'il arrive bientôt. On prévient les pompiers aussi parce qu'on commence à croire qu'il s'agit d'un feu de cheminée qui aurait donc dégénéré. Et comme l'odeur et les fumées augmentent, les pompiers, alarmés, n'attendent pas l'arrivée du propriétaire, cassent une fenêtre du rez-de-chaussée et entrent dans l'hôtel particulier. Ils descendent à la cave, découvrent 2 chaudières en pleine activité, ce sont elles qui répandent cette fumée et cette odeur. Et surtout, cela ne vient pas d'un animal qui serait tombé accidentellement dans l'une des chaudières comme on le pensait initialement, non. On voit des crânes humains qui brûlent dans la chaudière. Et il y aurait des corps humains dépecés un peu partout sur le sol. Un moment plus tard, un homme arrive à bicyclette et approche les policiers qui sont en train d'investiguer et dit qu'il s'appelle Maurice Petiot, le frère du propriétaire Marcel. Quand les policiers l'interrogent à propos de la présence des corps humains dans la cave, Maurice donc marque un temps et puis demande « Êtes-vous de bon français ?» à ces policiers. Qu'est-ce qu'on entendait par là? Eh bien, sous le contexte de l'occupation, c'était particulier. Disons que se qualifiaient volontiers de bon français les vichistes, les collaborateurs et toute personne obéissant à l'État, mais ils étaient en fait une minorité. Quand la plupart des Français se parlaient, être un bon Français, cela sous-entendait bien au contraire qu'on était du côté des Alliés, voire un résistant, et qu'on souhaitait voir la fin de l'occupation et la défaite de l'Allemagne. Voilà ce qu'entendait Maurice Petiot. Ces 2 policiers lui répondent que oui, ils sont effectivement de ce bord-là. Alors à ce moment-là, Maurice révèle qu'en fait, oui, il y a eu des morts. Et oui, ils ont été assassinés par son frère. Mais ce n'était pas n'importe qui, tous ces gens. Il ne s'agissait que de collaborateurs et de nazis. En d'autres termes, ils auraient mérité leur sort. Ce n'est peut-être pas très bien, mais ayant recueilli ses confidences, les policiers laissent filer cet homme. On ne comprendra que longtemps après qu'il ne s'agissait en fait pas de Maurice Petiot, mais de son frère Marcel en personne qui s'était fait passer pour tel. Plus embêtant, il est introuvable. Mais alors, comment en est-on arrivé là? Et ces personnes assassinées étaient-elles vraiment ce qu'il dit? Connaissant le personnage, rien n'est moins sûr, mais il est peut-être temps que je vous raconte qui c'est. Marcel Petiot est né le 17 janvier 1897 à Auxerre. Il est l'aîné de Félix et Marthe Petiot, qui auront aussi par la suite donc Maurice. Marcel, d'une exceptionnelle intelligence, il est extrêmement précoce, sait lire dès l'âge de 5 ans, mais en même temps il serait violent. On dit qu'il apporte des images obscènes à l'école, qu'il a tiré au revolver, un revolver qui appartenait à son père, au plafond de son collège, ou qu'il serait cruel avec les animaux. Tout cela, évidemment, c'est pas très bon signe. Il perd sa mère à l'âge de 12 ans et se fait renvoyer de plusieurs écoles pour indiscipline, disait-on. À 17 ans, la police l'arrête, car il a fracturé plusieurs boîtes aux lettres, rien que pour lire les lettres des autres. Un psychiatre le pense inapte d'être jugé parce qu'il aurait une personnalité qu'on qualifierait aujourd'hui de bipolaire. Marcel entreprend des études de médecine mais doit les interrompre pendant la Première Guerre mondiale.
Il est blessé en 1917, se fait accuser de vol de couverture à l'hôpital où on le soigne, et fait un premier séjour dans une prison militaire. Puis il est transféré à un service psychiatrique. Les psychiatres l'y déclarent neurasthénique, déséquilibré mental, dépressif paranoïaque et sujet à des phobies. Ça non plus, c'est pas franchement de bon augure. On le renvoie au front en 1918 où il se blesse encore une fois et se fait encore réformer pour troubles psychiatriques. En 1923, une dernière commission conclut à son sujet à une psychose mélancolique, une obsession de la persécution et démence précoce. Tout de même. Pour autant, Marcel Petiot, et il y est aidé en le fait qu'il obtient un accès facile et une procédure accélérée en tant qu'ancien combattant, passe quand même son diplôme de médecine qu'il obtient en 1921 en mention très bien. En 1922, il ouvre un cabinet médical à Villeneuve-sur-Yonne. Il ne fait pas payer ses patients les plus pauvres, ce qui le rend vite populaire. Toutefois, on remarque chez lui des tendances à être kleptomane. Il y a des choses qui disparaissent derrière son passage chez ses patients les plus riches. Mais apparemment, il est bon médecin. Donc, on évite de faire trop d'histoires à ce sujet. À l'époque, Marcel Petiot avait une servante, Louise, que tout le monde surnommait Louisette. Or, Louisette était sa maîtresse. Et un jour, elle se serait confiée à une amie disant « Je suis enceinte ». Oui, c'est ça, de Marcel Petiot. Et ça va pas durer. Comme il est docteur, il sait quoi faire. C'est ce qu'elle aurait raconté à une amie. Il sait quoi faire. Bien, vous savez comme moi, à l'époque, l'avortement était illégal. Donc, il fallait soit aller chez un médecin qui acceptait d'utiliser son savoir pour remédier à la situation, soit chez une faiseuse d'anges. Sauf que nul n'a plus jamais revu Louise. Elle a, comme qui dirait, disparu. Vous pensez comme moi. Si l'avortement avait été raté et que le docteur avait cherché à faire disparaître les preuves en se débarrassant du corps, c'est très possible et ça ferait de Louis sa première victime. Hélas, même à Villeneuve-sur-Yonne, ce ne fut pas la seule. Il aurait pris une autre maîtresse, Madame de Boves, et les choses se seraient finalement mal passées avec elle aussi. Là-dessus, un jour, on retrouve la pauvre Madame de Boves avec le crâne fracassé à coups de marteau et dans sa laiterie incendiée. Ça n'a pas suffi à faire disparaître le corps. Un témoin affirme avoir aperçu le docteur Petiot entrer quelques instants avant le drame dans la laiterie. Le lendemain, quand on veut l'interroger à nouveau, ce même patient est mort. Mort parce que il était passé se faire faire une injection contre la douleur de ses rhumatismes chez Marcel Petiot, lequel était aussi le médecin qui viendra constater son décès et affirmera que c'est dû à un anévrisme. Comme c'est pratique. Docteur Petiot est élu maire de Villeneuve-sur-Yonne en juillet 1926. Il se marie l'année suivante à Georgette Lablé, puis ils auront un fils en 1928. Mais Marcel Petiot accumule les délits. Il fait des fausses déclarations à l'assurance maladie et détourne des fonds. À chaque fois, son avocat réussit à lui éviter la prison ferme. Il est révoqué de son mandat de maire en 1931 et devient conseiller général, mais on le prive définitivement de tout mandat électif en 1934 parce qu'il a trafiqué son compteur électrique. Ajoutez-y les morts suspectes, et le docteur Petiot juge préférable de se faire oublier en s'installant à Paris en 1933. À Paris, Petiot ouvre un cabinet médical au 66 de la rue Caumartin. Il se vante de pratiquer des techniques voulues révolutionnaires à l'époque, comme l'électrothérapie. Il dit aussi être spécialiste en désintoxication, mais cela lui permettra surtout de délivrer des ordonnances de complaisance
à des toxicomanes, sans risquer d'interpellation pour trafic de stupéfiants. Les tendances, en particulier kleptomaniaques, de Marcel Petiot le poursuivent. Parce qu'en 1936, il est arrêté pour un vol de livres dans une librairie du quartier latin. Sa défense: un génie ne se préoccupe pas de basses choses matérielles, et je cite. On le déclare aliéné mental, mais du coup, il est interné d'office à la maison de santé d'Ivry pendant 7 mois. Il est vu par 2 psychiatres, le premier le déclare délirant et irresponsable, mais le deuxième conclut un individu sans scrupules et dépourvu de tout sens moral. Libre le 20 février 1937, le docteur reprend ses consultations. Le 11 août 1941, après le début de l'occupation, il achète l'hôtel particulier du 21 rue Le Sueur. Il fait surélever le mur mitoyen, empêchant toute vue sur sa cour, et transforme les communs en cabinet médical. Il dépose des doubles portes, fait construire une pièce triangulaire avec un judas à sa porte, permettant d'observer qui est à l'intérieur, des portes qui ferment à clé. Il y a aussi un puits qu'il remplira de chaux vives. Je vous repose le contexte, c'était l'occupation. Et certaines personnes avaient besoin de se faire oublier, disparaître ou se retrouver à l'étranger, bien qu'elles n'avaient pas les papiers pour cela. Il y avait les juifs, bien sûr, mais il y avait aussi les malfrats. Parfois aussi les souteneurs, les prostituées, dont l'activité était mal vue. Alors, comment faire pour s'exiler sans les papiers ? Il fallait alors s'adresser à ce qu'on appelait à l'époque un passeur, c'est-à-dire une personne qui avait de faux papiers et connaissait les personnes pouvant vous escorter jusqu'à la frontière. En 1942, le docteur Petiot prétend être un passeur à Raoul Fourier et lui demande, ouvrez les guillemets, des clients. Raoul deviendra un rabatteur, tout comme un artiste de music-hall d'ailleurs, Edmond Pintard. En toute innocence, et c'est ça qui est terrible, vous verrez, Raoul et Edmond, quand ils recueillaient des confidences de personnes qui étaient candidates à l'exil, les renvoyaient chez un certain docteur Eugène, le pseudonyme de Marcel Petiot, membre du soi-disant réseau Flytox. Précisons que ce soi-disant réseau de résistance n'existait en fait pas. Arrivé à une heure convenue chez le docteur Petiot, au 21 rue de Le Sueur, ce dernier disait qu'il allait les envoyer en Argentine. Et comme là-bas, il fallait se prémunir contre les maladies tropicales, il allait d'abord leur faire un vaccin au préalable. Aucune victime ne s'est méfiée parce que c'est vrai que les maladies tropicales existent là-bas et que Marcel Petiot était médecin. Il se laissait donc faire une piqûre, mais ignorait que la piqûre, en fait, leur inoculait du poison. Ensuite, Marcel Petiot les faisait asseoir dans sa fameuse pièce blindée en disant qu'ils allaient les laisser se reposer ici. En fait, les victimes étaient évidemment très vite prises de malaise, mais quand elles voulaient sortir ou appeler, elles ne le pouvaient pas. La porte était fermée à clé, la pièce insonorisée. Petiot les regardait agoniser à travers le judas et n'entrait que lorsque les victimes ne bougeaient plus. On prétend aussi qu'une variante consistait à faire entrer la victime dans la pièce, la fermer hermétiquement et lâcher un gaz toxique dans celle-ci. Je sais à quoi vous pensez. Il y avait des victimes juives. Disons que Marcel Petiot leur avait donné exactement le type de mort à laquelle celle-ci cherchait à échapper. Ensuite, le docteur recueillait tous leurs effets, car effectivement, il avait spécialement demandé à ses victimes de convertir la plupart de leurs richesses dans des effets tels que de l'or ou des bijoux et de les coudre dans leurs vêtements. Elles s'étaient exécutées sans se méfier, car bien sûr qu'il leur en faudrait des valeurs pour démarrer une nouvelle vie ailleurs, éviter de se faire voler. Donc, le docteur recueillait tout cet argent et tous ces bijoux, il cachait les valises et les vêtements dans sa cave, puis démembrait les corps, brûlait les parties les plus grosses à la chaux vive et brûlait le tout dans ses chaudières petit à petit.
La toute première victime, c'était le 2 janvier 1942, était Joachim Gouchinov, un fourreur juif d'origine polonaise et voisin de Petiot, qui avait sur lui l'équivalent de 300 000 € en diamants. Petiot fera bientôt disparaître aussi des familles entières, proposant des tarifs de groupe. Parfois aussi, il faisait disparaître des témoins gênants, des individus qu'il connaissait et risquait de dénoncer. Notez que sa femme et son frère ayant parfois livré des valises jusque chez lui, le savaient à la tête d'un réseau d'évasion, mais pas qu'il était un assassin. Il aurait tué ainsi jusqu'à 27 personnes, y compris un couple juif, les Kneller, et leur fils René, qui n'avait que 8 ans. Vous verrez, ça aura de l'importance plus tard. On identifie dans le lot quelques prostituées, comme Joséphine Grippé ou Annette Petit, des juifs, je vous l'ai dit, comme Chaim Schucker, et donc des membres de la pègre, comme Adrien Estebegui. Évidemment, l'occupant finit par remarquer quelque chose. Il cherche dans un premier temps à piéger Marcel Petiot en lui envoyant un prisonnier d'Auschwitz, un certain Ivan Dreyfus, à qui on promet la liberté s'il identifie le réseau. On le présente comme tous les autres au docteur Eugène. Seulement voilà, Dreyfus ne reviendra jamais. Comment il a fini, je suppose que vous le devinez. Les services allemands finissent par arrêter Fourier et Pintard, qui dénoncent le docteur Eugène, alias Marcel Petiot. Petiot est arrêté à son tour, enfermé à la prison de Fresnes, où il sera torturé pendant 8 mois, car on cherche à lui faire avouer qui sont ses complices. Il connaîtra le supplice dit de la baignoire. On lui limera les dents, on lui serrera la tête dans un étau, mais Marcel n'avoue rien et pour cause. Il n'y a pas de réseau, il est tout seul. Il ne dira jamais rien, forçant l'admiration des résistants avec qui il est enfermé et qui le prennent, cela c'est tragique, pour l'un des leurs qui l'encourageait et qui lui disait toujours « ne parlez pas ». Finalement, faute de preuves, il faut le libérer le 13 janvier 1944. Marcel Petiot décide alors de faire disparaître les indices compromettants et revient au 21 rue Le Sueur. Pire, quand il arrive, une voisine le prévient que son hôtel va être réquisitionné par les Allemands le 1er avril. À ce moment-là, le docteur n'a que 2 mois pour faire disparaître toutes les preuves. C'est peu de temps. Et il charge alors en fait trop sa chaudière. Voilà pourquoi ça fait plus de bruit, de fumée que d'habitude, et que cela alerte les voisins le 11 mars 1944. Et je vous avais dit qu'après cette découverte, le docteur Petiot s'était volatilisé. En fait, Petiot s'était engagé dans les forces françaises de l'intérieur sous le faux nom de capitaine Valéry. Il deviendra médecin-capitaine, où il prétend s'appeler le docteur Wetterwald. Officier chargé de l'épuration des traîtres et des collaborateurs. On lance un mandat d'arrêt contre lui à la Libération, mais impossible de le trouver. Jusqu'en septembre 1944, où un lieutenant à la DGER a l'idée de publier un article dans le journal Résistance, qui n'était lu qu'en région parisienne, un article qui s'appelait Petiot, soldat du Reich. Il y prétendait que le docteur était un collaborateur. Celui-ci, croyez-le ou non, ne supportera pas la diffamation et tombe dans ce piège grossier. Il écrit une lettre manuscrite au journal pour rétablir la vérité. Évidemment, la police en déduit qu'il se cache au sein de la résistance et compare son écriture à celle de tous les officiers FFI parisiens. Bingo.
est découvert et arrêté en octobre 1944. L'épouse du docteur et son frère seront innocentés par un non-lieu. Mais Petiot, surnommé Docteur Satan par la presse, sera jugé tout seul du 18 mars au 4 avril 1946. Toutefois, Petiot revendique, lui, 63 meurtres. Et il affirme, encore une fois, qu'il n'a tué que des traîtres, des collaborateurs et des Allemands. Il jure toujours avoir tué pour la France. Mais il y avait quelque chose qu'il ne pouvait pas expliquer. Pourquoi, parmi les bagages de victimes qu'on a retrouvés dans ces caves, pourquoi y avait-il un pyjama d'enfant ? En l'occurrence celui de René Kneller dont j'avais parlé. Ça, il ne saura jamais l'expliquer. Ses collaborateurs, un enfant ? Bah non, exactement. Les juges en viendront aussi à cette conclusion. Durant les auditions, le docteur se présente provocateur. Il revient même de s'endormir. Mais les psychiatres, cette fois-ci, ne leur décèlent pas de maladie mentale, donc pas d'excuses. Il avait donc une pleine responsabilité. Finalement, le docteur Petiot est condamné à mort. Au matin de son exécution, le 25 mai 1946, l'avocat général le réveille et le docteur lui rétorque « Tu me fais chier ». Peut-être qu'il n'avait pas très bien compris de quoi il retournait. Il demandera à son avocat de ne pas regarder l'exécution, affirmant « Ça ne sera pas beau à voir ». Quand ce même avocat lui demanda s'il avait effectivement commis tous ces crimes, les derniers mots de Petiot furent « Je suis un voyageur qui emporte ses bagages ». Le docteur meurt guillotiné, et peut-être que vous vous demandez où est passée la fortune qu'il avait donc amassée. Eh bien, on n'en sait rien. Elle équivaudrait à 30 millions d'euros, mais on n'en sait rien. Rien n'a été trouvé dans l'hôtel, par des fouilles, ou bien quand le bâtiment fut détruit et remplacé par un immeuble neuf dans les années 1950, on ne trouva rien au moment de la destruction. Donc le magot n'était pas gardé ici. Et ça aussi, c'est un petit bagage que le docteur a emporté. Bienvenue, imprudent mortel. Saviez-vous qu'au XVIIe siècle, une affaire de disparition de jeunes gens donna lieu de folles rumeurs. Mais la réalité, elle, n'était pas si folle que ça, puisque la responsable se révéla être une tueuse en série qui avait coutume de collectionner les têtes de ses victimes. À Paris, et à une date que je ne peux déterminer, car les uns parlent de 1676, 1671 ou même 1684, donc disons la fin du XVIIe siècle, il y eut des disparitions fréquentes de jeunes hommes. Tous jeunes, beaux, riches et célibataires, et âgés de 17 à 25 ans. Il y eut des rumeurs. Certains ont commencé à dire que des juifs crucifiaient tous ces gens parce qu'ils avaient été chrétiens. Oui, encore cette histoire, souvenez-vous, j'en parlais dans la légende du sang. Et évidemment, c'était pas vrai. D'autres parlaient d'une mystérieuse princesse souffrant d'une maladie du foie et qui, pour soigner celle-ci, devait se baigner régulièrement dans le sang de jeunes hommes. Mais était donc la vérité. Le lieutenant-général de police Nicolas de la Reynie était sur les dents, sachant que Nicolas de la Reynie était ce super flic, avant l'heure, qui avait mis fin à certaines choses comme la cour des miracles, et qui plus tard résoudra l'affaire des poisons. Toutes les deux intéressantes, j'en parlerai sûrement. Il avait aussi, pour réduire la criminalité, fait installer 6000 lanternes pour éclairer les rues, mis en place la collecte des déchets, fait paver les rues, instauré un premier code de la route et organisé le guet. Donc cette histoire de 26e à cette époque jeune homme qui venait de disparaître, ça faisait désordre pour lui. Louis XIV, en tout cas, avait même offert 1000 livres de récompense à qui permettrait de résoudre le cas.
un adjoint de Nicolas de la Reynie, Benoît Lecoq, proposa de piéger le ou les assassins en se servant pour appât de son fils de 17 ans, prénommé Exupère. Oui, c'était un prénom qui existait. Donc, le jeune homme se vêtit en grande toilette avec des chaînes d'or, plaques d'argent et 2 montres à gousset pour tenter éventuellement, et se promena au Luxembourg, dans les allées des Tuileries, pendant 5 jours. Finalement, au bout du 5e jour, 2 femmes, l'une jeune et l'autre vieille, abordèrent Exupère. La plus vieille lui raconta l'histoire de sa maîtresse, la princesse polonaise Jabirowska, fille d'un prince assassiné, et qui souhaitait se marier en France. Exupère se prétendit fils d'un riche médecin et dit qu'il était prêt à rencontrer la fameuse princesse. Il devait avoir rendez-vous le soir même devant l'église Saint-Germain l'Auxerrois. À la tombée de la nuit, la vieille dame emmène le jeune homme dans une maison du quai des Orfèvres ou de la rue Courtalon. Il y a plusieurs versions. Benoît Lecoq, bien sûr, et une escouade de la police étaient planqués et surveillés. Exupère devait siffler et appeler au moindre danger. Mais rien. Au bout d'un bon moment, toujours aucun bruit, pas de cris ou de sifflement. Benoît Lecoq commence quand même à s'inquiéter et donne l'assaut. Et là, dans cette petite maison, Lecoq et ses hommes découvrent dans un grand placard 26 têtes momifiées posées sur des assiettes en argent. On arrête la jeune femme présente sur les lieux, la fameuse princesse polonaise, qui n'avait pas eu le temps de s'en prendre à Exupère au cas où vous le demanderiez. Mais aucune version n'explique vraiment pourquoi celui-ci n'avait rien dit. Au cas où vous poseriez la question aussi, non, en réalité, la princesse Jabirowska n'en était pas une. Elle n'était même pas polonaise, elle était une aventurière anglaise, une certaine Mrs. Guilford. Avec sa servante, elle attirait des riches jeunes gens chez elle, qui étaient ensuite assassinés par ses hommes de main. Ils partageaient l'argent et les bijoux trouvés sur les victimes. Les têtes, elles, eh bien non. Ce n'était pas une collection macabre, contrairement à ce qu'on aurait pu penser. Un petit peu plus prosaïquement, Mrs. Guilford voulait les expédier en Allemagne et les vendre à des savants amateurs de phrénologie, c'est-à-dire cette pseudo-science qui étudiait les bosses du crâne et pensait y trouver des signes révélateurs de traits de caractère, d'où l'expression avoir la bosse des maths. Et elle n'avait encore fait aucune des fameuses expéditions. Quant au corps, Guilford les avait simplement vendus aux étudiants en médecine de Paris. Parce que oui, ils apprenaient l'anatomie en faisant des dissections, et les corps étaient difficiles à trouver. L'anthropophagie est un des tabous les plus puissants de notre société occidentale, ce qui explique le succès morbide des histoires tournant autour du cannibalisme involontaire. J'avais déjà expliqué comment, sous l'influence d'histoires réelles comme l'auberge rouge, il existait des légendes urbaines à propos de voyageurs trouvant un doigt ou une oreille dans le plat qu'ils venaient de commander dans une auberge. Mais si ces histoires sont des légendes urbaines la plupart du temps, alors où est le problème ? Eh bien, elles ne sont pas sans fondement. Pour vous, Sweeney Todd est probablement qu'un film. En fait, on l'a adapté d'une pièce de Broadway qui avait ajouté des sous-intrigues de vengeance, de juges et de filles de Sweeney.
Mais à l'origine, la pièce adaptait une légende urbaine plus simple, dont le triste héros n'agissait que par cupidité. À Londres, au XIXe siècle, tout le monde connaissait le roman de James Malcolm Rymer de 1846, où le barbier Todd tue des clients qui finissent dans les tourtes de sa voisine boulangère, Madame Lovett. Il s'inspirait d'une légende urbaine persistante qui n'avait rien d'invraisemblable dans un pays qui avait connu les assassins Burke et Hare, par exemple, qui revendaient leurs victimes pour dissection aux facultés de médecine. Reste qu'on ne trouva jamais personne du nom de Sweeney Todd dans la rue, c'est-à-dire Fleet Street, où se serait déroulée cette histoire, et que les minutes des procès de Londres ne contiennent rien à ce propos. Bien sûr, vous diriez-vous, cette histoire est par trop abracadabrante pour avoir existé. Eh bien, si, c'est juste qu'elle n'est pas arrivée quand et où on le croit. Plus précisément, c'était à Paris en 1387. L'île de la Cité était à l'époque proche du quartier dit latin, parce qu'on n'y parlait que cette langue durant les cours universitaires. Oui, la Sorbonne, la rue des écoles et tout ça. Paris était un grand centre universitaire. Les étudiants venaient de Paris, la province et même de l'étranger pour bénéficier de la qualité de l'enseignement. Mais hélas, en ce temps-là, Paris, c'était aussi un vrai coupe-gorge à la nuit tombée, étant avant l'époque de l'éclairage public et à celle de la cour des miracles. Les mauvais garçons d'alors pouvaient volontiers couper des gorges pour détrousser leurs victimes à l'aise avant de jeter les corps à la Seine. Les étudiants constituaient des proies intéressantes en raison de leurs économies conséquentes, destinées à assurer leur subsistance sur une année ou plus. En ce temps-là, il n'y avait pas de Mastercard. Pour autant, ils n'ont pas tenté que les truands de passage. Dans l'île de la Cité se trouvait la rue des Marmousets, dite aujourd'hui la rue Chanoinesse. Des chanoines qui logeaient souvent les étudiants, sauf que la rue n'avait alors pas leur nom, mais celui des petites statuettes de marbre appelées marmousets, qui ornaient les lieux. En 1384, vous y trouvez, au numéro 18 et 20, deux commerçants voisins, un barbier, un boulanger-pâtissier, et non pas une boulangère, ce qui équivalait alors à un traiteur. Leurs noms diffèrent selon les supports, mais Joseph Fouché en 1800 appelait le barbier le sire Cassard. Il transposa aussi cette histoire à son époque et dans la rue de la Harpe. C'est une grande tentation. Sous le nom d'affaires Cabard et Miquelon, on rapporta aussi ces faits comme ayant eu lieu entre 1410 et 1414 rue du Mont-Saint-Hilaire, qu'on appelle aujourd'hui la rue de l'Anneau. Les noms complets des criminels auraient alors été Barnabé, Cabard et Pierre et Miquelon. Un autre romancier, Jules Beaujoin, raconte cette histoire en 1888 dans l'auberge des Trois Rois, le nom qu'aurait porté la boutique de Miquelon, dans le recueil Les Auberges Sanglantes, puisqu'on y trouvait, et tiens donc, également un rapport sur l'histoire de l'auberge de Père Bayle. Selon Beaujoin, dans l'affaire Barnabé-Cabard, il aurait existé un troisième complice, une vieille femme qui n'a pas en prime des enfants abandonnés. Mais heureusement, ce détail semble propre à l'imagination de cet auteur. On ignore la motivation initiale des deux amis, sans doute la cupidité pure et simple, car la viande de qualité coûtait alors fort cher. Les commerçants eurent l'idée de faire communiquer leur cave. Puis, le barbier attendait un client non habitué, typiquement un étudiant étranger ou de province, ou encore un pèlerin. Le malheureux avait la gorge tranchée une fois assis sur le fauteuil du barbier. Celui-ci faisait les poches du cadavre, puis basculait ce dernier par une trappe, où le boulanger le récupérait. Il faisait disparaître le corps en le hachant menu, puis en farcissant des pâtés en croûte et des friands, et de façon soignée, bien sûr, car oublier bêtement un bout de doigt ou d'oreille accusateur, cela relève de la légende urbaine. Les humains étaient alors mieux nourris que les animaux et leur viande était plus tendre. Les pâtés eurent beaucoup de succès. On raconte que même le roi Charles VII, dit le Fol, en fut friand. Et les autorités, me disiez-vous ? Eh bien, elles étaient rarement prévenues, et souvent trop tard, car les nouvelles circulaient lentement
et les familles qui habitaient loin réagissaient longtemps après aux disparitions. Celles-ci furent spontanément attribuées aux brigands des trousseurs. Ce business aurait ainsi pu continuer pendant encore fort longtemps. Il y aurait eu jusqu'à 143 victimes, sans un étudiant venu se faire raser en 1387. Il fut parfois rapporté qu'il venait de province, mais la version la plus répandue fait de lui un citoyen du Saint-Empire romain germanique. Son nom, auquel cas, aurait été soit Alaric, soit Gunther. Cet étudiant allemand se présenta donc chez le barbier Kabar et n'en ressortit évidemment pas, à moins, selon certaines sources, que le jeune homme soit parvenu à frapper l'artisan et à fuir, mais hélas, il semble que cette version était celle que l'on racontait aux âmes les plus sensibles, comme les enfants. Il est plus probable que le malheureux finit sur la pierre à équarrir du boulanger-pâtissier Miquelon. Mais cette fois, le voisinage n'eut pas le temps de manger des pâtés au Alaric. Ce dernier avait un grand chien lévrier qui le suivait partout, et qui, en raison des normes d'hygiène toujours en vigueur d'ailleurs, n'eut pas le droit de rentrer dans le commerce. Il attendit sagement son maître dehors, mais celui-ci n'étant pas sorti à la nuit tombée. La pauvre bête se mit à hurler et à aboyer désespérément sans qu'on puisse la faire partir, attirant l'attention des voisins. En tous les cas, dit-on, deux moines qui remontaient la rue eurent la curiosité de pousser jusque dans le magasin, puis de jeter un œil dans la cave du boulanger. Et ils prévinrent la maréchaussée. Ceux-ci organisèrent une perquisition et firent la macabre découverte chez les deux boutiquiers. Ceux-ci seront condamnés au bûcher et leur boutique brûlée et rasée. Il sera interdit d'y construire pendant bien longtemps. Toutefois, aujourd'hui l'emplacement serait soit sous l'hôtel-Dieu, soit dans un parking de policiers motorisés. Et la preuve, on y montre encore la pierre du boucher qui était le lieu d'équarrissage. Ce n'est pas ouvert au public, mais si vous demandez gentiment, d'ailleurs c'est possible de voir cette pierre. Je l'ai demandé et j'ai eu l'occasion de moi-même prendre des photos. Bien sûr, des spécialistes ont établi que la pierre en question était un vestige des remparts de Lutèce. Mais les restes archéologiques étaient utilisés à des fins utilitaires comme celle-ci bien avant l'invention du patrimoine. En d'autres termes, ce bout de rempart a très bien pu servir à être une pierre de boucher malgré tout. Vous doutez probablement de la véracité de tout ceci. De fait, les minutes du procès se sont perdues dans l'incendie de l'hôtel de ville de Paris par les communards en 1871. Et même sans cela, ces meurtriers auraient sans doute subi le damnatio memoriae, un acte qui constituait à brûler les pièces du procès et jusqu'à l'état civil des pires criminels pour effacer leurs souvenirs de la mémoire des hommes. Cela explique sûrement les imprécisions de dates et de noms de rues. Sachez toutefois que ce récit n'a rien d'invraisemblable, car les Parisiens avaient déjà dû recourir au cannibalisme lors de la disette de 1031 avant et aussi après, lors des sièges de Paris en 1593 ou en 1870. Bien sûr, cela concernait avant tout les cadavres déterrés dans les cimetières. Mais plus près de nous, en 1846, les survivants de la tragique expédition d'honneur aux États-Unis s'en tirèrent en mangeant les cadavres de leurs compagnons morts de froid. Idem en 1972 dans la Cordillère des Andes, les survivants d'un crash d'avion durent manger les morts. Mais de là à tuer la matière première en temps de paix, il n'y a qu'un pas. Sachez que pas plus tard qu'entre 1918 et 1924, le tueur en série Fritz Haarmann, dit le boucher de Hanovre, était réputé faire disparaître ses victimes en revendant les corps au marché noir, qui était florissant dans l'Allemagne appauvrie par le traité de Versailles, et qui les faisait passer pour de la viande de porc. L'histoire de la rue des Marmousets est fort éloignée de nous dans le temps, mais son impact se mesure encore aujourd'hui car elle est souvent racontée sous la forme d'une légende urbaine modernisée. Les Américains d'aujourd'hui connaissent celle d'un touriste compatriote qui achète des tacos au coin d'une rue mexicaine et découvre que la boutique itinérante sert à faire disparaître des cadavres victimes de règlements de compte entre dealers. Dans le livre Ils l'ont fait, une collection de faits divers et insolites et hilarants, rapportés dans l'hebdomadaire Marianne, on cite le vendeur de tamales, c'est-à-dire de petits sandwichs à la viande, de Morelia au Mexique, dans l'arrière-boutique duquel la police trouva en avril 2004 un corps démembré.
Les auteurs, influencés probablement par nos criminels de la rue Chanoinesse implantés dans l'inconscient collectif, rapportent dans leur livre le goût particulier des tamales. Sauf qu'après examen, le vendeur n'a pas usé de ce moyen pour se débarrasser du corps de la victime. Sa marchandise, une fois analysée, ne contenait pas de viande humaine. Reste que ce fait divers entretient peut-être le mythe précédent, ou celui touchant à la chaîne Taco Bell, qui userait de corps humain comme ingrédient secret, et bien sûr. Accuser les chaînes de fast-food actuelles est très commun en raison de la peur de la malbouffe, aussi de l'influence des véganes qui trouvent de quoi convaincre des adeptes. Telle la légende qui veut que McDonald's fasse des burgers à base de vers de terre, alors que cela en réalité leur coûterait beaucoup plus cher que de le faire avec du bœuf ou du poulet. Faire disparaître un cadavre en le faisant manger à des créatures qui ne se doutent de rien, c'est devenu une ficelle scénaristique commune dans tous les films à crime, pas seulement dans l'Auberge rouge. Dans Beignets de tomates vertes, le corps de Frank, l'époux abusif, est servi au shérif qu'il recherche. Dans Delicatessen, en 1991, c'était la façon dont le boucher du coin se fournit. Dans le film Fucking Fernand en 1987, les deux héros en pleine occupation tuent un nazi et font en sorte de servir ses restes à ses collègues. Donc leur embarras est grand quand on leur en propose une assiette. Dans Nightmare Cafeteria, segment du 5e épisode d'Halloween des Simpsons, les élèves turbulents de l'école primaire de Springfield finissent dans l'assiette de leurs camarades. Bien sûr, il y a aussi la fin anthologique du Père Noël est une ordure, avec le dépanneur tué accidentellement et distribué aux fauves du zoo. Depuis son époque, le vrai Sweeney Todd, que fut le barbier parisien Cabar, a trouvé une sorte de popularité en plus d'une vaste descendance, comme on vient le voir. L'émission Métronome y a fait allusion dans son second numéro. Et on n'oubliera pas le manoir de Paris. Cette attraction est une maison hantée qui contient divers tableaux vivants, certains à propos de légendes parisiennes comme celle de Quasimodo, ou des histoires réelles comme celle de Laetitia Toureau, que je vous rapporterai sûrement. Et puis il y a l'histoire de ceux qu'on appellera pour toujours les barbiers et boulangers sanglants. Alors, encore faim ? J'espère que cette histoire vous aura intéressé. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Pour me soutenir, voyez les liens en description de Tipeee et du Ko-fi. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce bleu, de commenter et de regarder sous votre lit avant d'éteindre la lumière. Au revoir, imprudent mortel.